J'aime Christophe Gans, mais ça vous le savez déjà si vous avez vu ma vidéo sur le Pacte des loups. Il est très certainement l'un, si ce n'est mon réalisateur français préféré, que ce soit par ses inspirations, le style de film qu'il fait, ou l'amour et la passion qu'il transmet vis-à-vis des œuvres qu'il aime dans ses films. C'est un vrai cinéphile, passionné de cinéma asiatique, de Japanimation, et qui va savoir comment rendre hommage au mieux à ses œuvres. Et ça tombe bien puisqu'aujourd'hui on va revenir sur Crying Freeman, qui, en plus de remplir toutes ses cases, est son premier vrai film en tant que réalisateur, tout en sachant que j'exclus Necronomicon de l'équation. Au passage, j'en profite, ça fait un moment que j'ai cette vidéo en vue, en fait depuis celle sur le Pacte des loups, et quelle ne fut pas ma surprise de voir que la chaîne d'Étoiles et des Poils a abordé le sujet. Je vous invite donc à aller la voir si vous voulez un peu approfondir, et je vais de toute manière traiter le sujet assez différemment. Parce que je vais aussi évoquer le support d'origine, à savoir le manga, et un peu parler de l'animé. Sachant que si j'ai revu le film pour les besoins de la vidéo, j'ai également lu le manga pour l'occasion, et les besoins de la vidéo, en plus d'avoir visionné l'animé. Donc on va d'abord faire une petite rétrospective de tout ça, ce qu'est Crying Freeman, et ensuite je vais revenir un peu plus en détail sur le film, avec ce qu'il représente dans la filmographie de Gans en tant que premier long métrage du monsieur. Bref, on va parler passion ciné aujourd'hui avec Crying Freeman. Nous sommes à la fin des années 80, quand deux messieurs vont lancer un manga, Crying Freeman, et ces deux messieurs sont, pour le scénariste Kazuo Koike, né en 1944, qui a travaillé sur beaucoup de projets, mais surtout avec beaucoup de monde, comme Go Nagai par exemple, et pour ceux qui ne connaissent pas Go Nagai, c'est un des dieux du manga qui a travaillé sur Devilman, pour faire simple. De son côté, le scénariste a pris part à d'autres projets, comme Lady Snowblood ou Lone Wolf and Club, mais Crying Freeman restera son projet le plus connu. Pour ce qui est du dessinateur, c'est Ryoichi Ikegami, né également en 1944 et qui a aussi travaillé sur de nombreux projets comme par exemple Spider-Man, non attendez je reformule, Superdaiman, le manga des années 70. Mais plus connu pour Crying Freeman et Hit, qui gagnera d'ailleurs le prix Shogakukan pour le scénario en 2001. Le monsieur avait même une exposition qui lui était consacrée au dernier festival de la BD d'Angoulême. Bref, c'est ces deux stars qui vont en 1986, dans le magazine Big Comic Spirit, spécialisé dans la publication de seinen, laisser paraître Crying Freeman pour la première fois. Le manga comptera 10 volumes et sera publié jusqu'en 1988. En France, à l'origine, c'est Glénat qui s'occupera de la publication du manga vers 1995, mais ne terminera pas son boulot pour laisser le travail à la maison Kabuto qui fera le job de 2005 à 2006. C'est con, mais petit message pour dire que pendant près de 20 ans, ce manga n'était pas disponible chez nous, et même si à l'époque c'était souvent le cas, ça fait quand même plaisir aujourd'hui de voir que le plus gros qui arrive, c'est toujours avec un intervalle assez correct. Dans la plupart des cas. Je précise parce que le tome 1 et 2 avaient été adaptés en France par Glénat en 1995, soit la même année que le film. Donc pour beaucoup de gens, la première découverte de Crying Freeman a dû se faire par le film, comme moi. Ou un autre support qui est aujourd'hui très populaire et qui est arrivé suite au succès relatif du manga, je parle bien sûr de l'animé en forme d'OAV. Juste après la fin de Crying Freeman, soit en 1988, la Toei Animation se penche sur une adaptation en animé du manga sous la forme d'OAV. Et l'homme à qui on va confier le projet, c'est Daisuke Nishio, monsieur qui a travaillé sur beaucoup de Dragon Ball, en tant que réalisateur, que ce soit les premiers films, jusqu'aux 100 000 guerriers de métal, mais aussi énormément d'épisodes de Dragon Ball et de Dragon Ball Z. Donc bon, le projet n'est pas non plus entre les mains d'un amateur. Enfin, oui et non, parce que bon, à l'époque, quand Crying Freeman est sorti, il n'avait encore travaillé que sur Dragon Ball. Et d'ailleurs, quelque chose à noter, c'est que ça n'empêchera pas une censure assez violente par rapport au manga original. Bon, pour sa défense, le manga était quand même très démonstratif et cru par certains aspects. Enfin, pour l'époque. Alors, c'est pas très étonnant que pas mal de scènes soient un peu adoucies, mais quand même s'il n'y a pas énormément de choses à dire sur l'OAV, il faut que je le mentionne parce que c'est surtout de ce dernier que le film va s'inspirer. OAV qui dure d'ailleurs quand même 50 minutes, sachant qu'il arrivera assez tard par chez nous et aux US. Et pour finir sur cette partie, parce que je sais pas où le placer, et que c'est pas assez intéressant pour avoir sa propre partie, il existe deux films en live action asiatique du début des années 90, qui traite pour l'un des mêmes enjeux que le film de Gans, et l'autre un arc narratif qui se déroule après le film de Gans dans la chronologie du manga.
Les deux films étant Dragon from Russia et Killer's Romance, et ont tous les deux le même réalisateur hongkongais, Philippe Ko, qui a travaillé sur beaucoup de projets, ce qui n'empêchera pas le film d'avoir un accueil assez mitigé, surtout en comparaison du film de Gantz qui a vraiment su se trouver des fans. Et en parlant de lui d'ailleurs, j'en parle un petit peu depuis le début, mais est-ce que vous savez c'est qui Christophe Gantz ? Eh ben, le monsieur est né en 1960, grand fan de cinéma, particulièrement celui de genre, comme celui de John Woo. Journaliste pendant un moment, il est rédacteur en chef de magazine Starfix, qui parle justement de cinéma de genre. C'est au début des années 90 que sa carrière professionnelle dans le cinéma débute, avec l'aide d'un ami producteur à lui, Samuel Hadida. Il travaillera de manière pas très légale d'ailleurs sur Necronomicon, bien qu'on ne considère que rarement ça comme son premier vrai film en tant que réalisateur. En partie parce que le projet sera coupé en deux et que ce sera un peu un bordel administratif. Et là on arrive sur la partie qui nous intéresse, à savoir fin 93 et l'année 94, avec la production de son premier film en tant que réalisateur, Crying Freeman. Le projet va être une sorte d'orgie du bout du monde, une production à la fois canadienne, française, japonaise et américaine. Ouais, autant pas donner d'origine à ce stade. D'ailleurs le monteur du film est allemand, si ça suffisait pas. Et c'est aussi pour ça que j'ai du mal à considérer Crying Freeman comme un film français, sachant que... voilà quoi. Pour ce qui est de la production, à la base, tout va commencer avec un producteur américain, Brian Yuzna, qui va chercher à négocier avec des sociétés japonaises pour adapter le manga Crying Freeman. Au même moment, Christophe Gantz va montrer à Samuel Hadida une bande dessinée japonaise, Crying Freeman, et bien qu'elle soit écrite en japonais, il lui trouve beaucoup d'intérêt. Il visionne donc avec le producteur l'OAV, et par la suite est tellement fasciné avec son ami qu'il décide d'écrire un scénario qu'ils iront soumettre à la Toei. Cette dernière va donner le feu vert pour une adaptation avec un certain budget, le projet est lancé, et ce sera donc une pseudo-production franco-japo-cana-américaine. Ouais, c'est vite le bordel. Après que le scénario soit fini, le tournage commence à Vancouver en juin 94, avec pas mal de beau monde comme Mark Dacascos, en acteur principal que l'on retrouvera pour Le Pacte des Loups, et qui sortait du film Double Dragon, adaptation du jeu. L'actrice principale c'est Julie Condra, qui a commencé avec des pubs, et elle sortait de Gas Founding Logging. Dans les autres noms importants, on va parler des décors, où l'on trouve Alex McDowell, connu à ce moment pour The Crown, que Gantz a adoré et qui plus tard travaillera sur pas mal de grosses productions, comme Man of Steel, Fight Club, Le Terminal ou Watchmen. Du coup oui, un monsieur plutôt reconnu aujourd'hui. Enfin, en tout cas il sera présent au début. Parce que oui, un truc avec lequel il faut s'habituer chez Gantz, c'est que ses tournages sont souvent très bordéliques et durs. Mais le pauvre, ça doit pas être facile. Ce sera aussi le cas, et même encore plus le cas pour Le Pacte des Loups, mais la production de Crying Freeman est un sacré bordel, et ici on va rester dans les grandes lignes. Bon, déjà le budget du film est assez serré. 5 millions c'est pas rien, mais pas incroyable non plus. Même si pour un premier vrai film de réalisateur, autant d'argent ça doit faire un peu bizarre. Ensuite, dès le début du tournage, Mark Dacascos n'est pas encore présent. Et pendant plusieurs mois, la production du film va être stoppée par manque d'acteur principal star pour vendre le projet. C'est donc une grosse période de stress pour Gantz, qui est déjà sur place, et c'est seulement après 3 mois que l'on trouvera l'acteur qui sauvera le film, notre très cher Mark Dacascos. Et évidemment, en plus de ce détail, le problème de toutes les productions en extérieur, le temps. Putain le temps. Pluie, neige, grêle, ils auront tout eu. Gantz dira clairement que le tournage a été insupportable, ce qui l'empêchera pas de se lancer dans Le Pacte des Loups plus tard. Et comme visiblement le karma du réalisateur est minable, eh ben il aura un temps encore plus dégueulasse pour Le Pacte des Loups. Bref, après tout ce bordel dans la production, le film sort, et ne sera pas le succès international et incroyable, là où Le Pacte des Loups va clairement cartonner. Crying Freeman, lui, se fait un peu plus discret, que ce soit au niveau des entrées ou critiques, même si trouver des chiffres concrets c'est pas évident. Le film fera partie de cette catégorie à devenir culte et gagner un succès d'estime sur le long terme, et finalement est-ce que c'est pas le plus important ? Mais d'ailleurs depuis tout à l'heure je parle de Crying Freeman, mais est-ce que vous savez de quoi ça parle au moins ? Alors si t'as vu le film, oui, et sinon pourquoi t'as cliqué sur la vidéo ? Si ce n'est pour mon savoir infini, ma voix ensorcelante et... Non ? Dégage. Non, en vrai, je déconne, reste. Mais pour me faire pardonner, je te résume le scénario du film, des 2 premiers tomes, et de l'épisode 1 de l'animé. Donc si t'aimes pas le spoil, va regarder le film, ou lire le manga, ou regarder l'animé.
Le film débute avec le point de vue de Emu Ohara, jeune femme en train de peindre et qui assiste à un meurtre par l'assassin Yo, alias le Freeman. Elle voit son visage et remarque particulièrement une larme sur la joue de l'homme après son meurtre. L'assassin ne la tue pas malgré qu'elle ait vu son visage, lui donne son nom au passage et s'en va. Entre-temps, les autorités américaines et une famille de Yakuza dont les membres sont ceux que Yo a tués décident d'utiliser Emu comme appât pour l'attraper. Au même moment, les 108 Dragons, l'organisation pour laquelle travaille Yo, le Freeman, demandent de tuer Emu car elle a vu son visage. Les autorités, elles, vont interroger la jeune femme pour qu'elle dénonce l'assassin, mais elle refuse, préférant risquer de mourir que de leur donner des informations. Et ce qui devait se passer arriva, Yo décide de venir pour sa mission, en profite pour tuer le chef des Yakuza dans une scène très classe, puis s'enfuit le soir même en se rendant chez Emu pendant qu'elle n'est pas chez elle. Dès qu'elle rentre, il se montre et lui dit clairement qu'il va la tuer, ce qu'elle prend mine de rien vachement bien. Sauf que finalement, le coup de foudre se crée, ils font une partie de Uno. Ouais bah on est sur YouTube. Eh mais je suis pas monétisé de toute façon. Bon bah, coup de foudre, ils baisent, puis des assassins arrivent pour buter le Freeman. Évidemment, Yo les défonce, mais Emu est blessé, et là, malgré la demande des 108 dragons, il décide de la sauver et lui dit où le retrouver plutôt que de la tuer. La jeune fille, le lendemain, en sortant de l'hôpital, arrive à échapper au gouvernement américain en entier, puis prend un avion pour retrouver Yo au Japon. Tout ça en moins de 10 minutes de film. Puis une fois qu'elle arrive enfin à retrouver Yo, il décide de lui dévoiler son passé, que je vais raccourcir. Alors en fait il était potier, mais par hasard de fou, il se trouve embarqué dans le clan des 108 dragons de force qui utilisent un sort d'hypnose pour le contrôler et le transformer en machine à tuer. Et c'est pour ça qu'une fois que sa cible meurt, il reprend conscience et se met à pleurer. D'où le nom Crying Freeman. D'ailleurs, le clan des 108 dragons commence à ne pas trop aimer la tournure que prend Yo et décide de demander à son partenaire de le tuer pendant la prochaine mission. Quelques histoires de Yakuza qui font la guerre plus tard, des scènes de baston assez stylées et la mort du chef des méchants plus tard, le partenaire de Yo ne réussit pas à le tuer, meurt et en fait il n'était pas si méchant que ça. Mais ça c'est pas important parce que pendant ce temps, la femme du méchant devient le méchant et attaque le Freeman, directement chez lui. Sauf que ce dernier est trop fort, il hâte la gueule du monde entier et fait promettre à la méchante de plus le faire chier. Puis après tout ça, il repart de manière assez classe avec la fille pour vivre librement après s'être affranchi de sa condition de Freeman, ce qui est au final assez cocasse. C'est bizarre, j'ai l'impression que j'ai oublié un truc. Ah oui, lui, c'est un enquêteur un peu naze qui a un lien avec les Yakuza, toujours un train de retard et se fait buter à la fin. Bon, j'ai pas été très élogieux, mais regardez le film si vous voulez vraiment comprendre les enjeux et surtout voir des bastons stylés. Et pour l'histoire du manga et de l'animé, justement, on va parler du travail d'adaptation du film. Alors, c'est assez simple puisque c'est la même chose. Bon, en vrai, j'abuse, mais pas tant que ça. Alors, dans les changements, certains lieux se passent à San Francisco plutôt que Hong Kong. Emu Ohara dans le manga et l'anime est japonaise et se nomme Emu Ino. D'ailleurs, ce changement fait que l'un des petits détails du manga qui dit que Emu est vierge et souhaite devenir une femme, à savoir forniquer avant de mourir, ça passe probablement à la trappe, ou en tout cas, si c'est toujours le cas, c'est suggéré de manière très subtile, plus que réellement dit dans le film. Et en parlant d'Emu, l'autre point important qui change, c'est qu'on suit le film par son point de vue, puisqu'elle joue aussi le rôle de narrateur. Une très bonne idée qui vient structurer le film par un personnage et évite un peu de se perdre dans des points de vue différents, ce qui, je trouve, peut plus facilement passer en manga, en grande partie grâce au format de chapitre. C'est d'ailleurs une décision à l'origine de l'anime qui va être conservée pour le film, ce qui est très souvent le cas dans cette adaptation. Sinon, dans les autres changements, Ko, le partenaire de Yo, ne meurt pas tout de suite dans l'anime et le manga, alors qu'il meurt dans le film. Pareil pour les méchants qui meurent à la fin, ce qui n'est pas le cas dans l'anime. Ce qui est un choix assez facilement explicable par le fait que le film n'aurait pas de suite par rapport à l'anime et au manga. Donc Gantz a décidé de laisser le film suffire à lui-même, ce qui est bien, très bien même. Et je pense que ces décisions représentent bien le travail général de Gantz sur une adaptation. Mais on en reparlera un petit peu plus tard. Bref, Crying Freeman, le film est une adaptation extrêmement fidèle du manga et de l'anime, à l'exception de quelques détails qui souvent sont effacés pour des raisons pertinentes, comme le fait de devoir faire un film seul qui se suffit. J'irais même jusqu'à dire que c'est la meilleure adaptation de Gantz,
mais on verra ça un peu plus tard. Et si c'est cool de voir une adaptation très fidèle au matériau originel, c'est loin d'être la seule raison qui me fait apprécier ce film. Bon, on va être honnête, je suis pas un grand fan du manga ou de l'anime de base. Alors, j'y vois quand même certaines choses, comme le dessin qui sait faire mouche avec son style aujourd'hui considéré comme un peu vieillot, mais que j'assimile toujours à un gros lien avec les films de gangsters et mafia des années 70-80, ou dans l'adaptation animée avec pas mal de musique sympa et une animation tout à fait correcte. Là où par contre, je trouve que l'intrigue se perd en longueur, est un peu artificielle, et que je me suis presque plus infligé les 3 derniers tomes qu'autre chose. Et je pense que cet avis vient en partie du fait que j'ai vu le film en premier, que je trouve supérieur de par sa simplicité, ou en tout cas le fait qu'il se concentre sur l'essentiel. Je vais pas faire genre que la narration est très profonde et riche, c'est pas vraiment le cas. On a un peu de développement de personnage du côté de Yo qui passe de cet homme qui subit sa condition d'assassin à celui qui deviendra un homme libre de sa pensée, un Freeman, toi-même tu sais. J'aime aussi pas mal l'intrigue amoureuse, qui essaie comme une bonne partie du film de se reposer sur le jeu d'acteur, et cette retenue qui nous laisse nous imaginer bien plus de choses que l'on nous le montre. Là où le manga se perd dans énormément de dialogues qui laissent témoigner par moments de la maladresse ou du manque de maîtrise de l'intrigue, mais stop se mentir, si j'aime ce film c'est en grande partie pour l'aspect technique, et surtout les scènes d'action chorégraphiées de manière spectaculaire. Mark Dacascos transpire un charisme en tant que Freeman, qui le rend vraiment imposant et nous laisse suggérer au début du film un aspect mercenaire froid et impassible qui contraste avec son nom, le Crying Freeman. J'adore cet acteur, vraiment, et j'aimerais d'ailleurs beaucoup le voir jouer Ryo Saiba. Bon, surtout pour son physique. Et en même temps j'ai un peu du mal à l'imaginer en tant que grand parleur. Le Freeman dans le manga peut d'ailleurs donner un air de Ryo Saiba vite fait. Ou c'est moi qui suis raciste parce qu'ils sont tous les deux asiatiques. Bref, tout ça pour dire que la chorégraphie et les scènes d'action sont incroyables. Une vraie lettre d'amour au cinéma hongkongais et de genre comme celui de John Woo. Clairement, on sent que Christophe Gans est un grand fan du monsieur et même un fan du cinéma asiatique en général. Qui plus est, pour un premier film, j'en parle pas beaucoup, mais la technique est très propre, je trouve. Un montage dynamique et qui rend chaque scène d'action très lisible, des plans magnifiques et une tendance au ralenti presque un peu abusif qui retranscrit peut-être un peu la difficulté qu'a Gans à se détacher de l'œuvre originale par moment. Mais bon, t'inquiète, tu seras jamais au même niveau que Snyder. Surtout que dans cette adaptation, le film a l'avantage d'être plus subtil et moins bavard que le manga qu'il adapte. Ce qui lui donne une sobriété que j'apprécie vraiment. Et avant de conclure, j'aimerais revenir un peu sur Gans et pourquoi ce film est important pour moi dans sa filmographie. Je l'ai déjà dit, Gans est certainement mon réalisateur français préféré. En grande partie parce que dans ma manière de consommer une œuvre, j'apporte pas mal d'importance au contexte de création d'une œuvre et les intentions qui s'en dégagent. Bon, parfois je peux me contredire avec certains cas, mais ce qui est sûr c'est que quand, comme Christophe Gans, quelqu'un fait une œuvre avec une vraie envie de bien faire et de transmettre sa passion derrière, je peux qu'avoir au moins du respect pour cette même œuvre. Et dans Crying Freeman, on sent que Gans avait envie de se faire plaisir et rendre hommage à ce qu'il aime, les mangas, la bande dessinée en général, et les films de genre, notamment dans ce dernier cas, ceux de John Woo. Mais pas seulement. Je parle pas beaucoup de son affection pour le jeu vidéo dans cette vidéo, mais en même temps, on n'était qu'en 1994, pendant la production du film, et cette inspiration se ressentira clairement bien plus sur le Pacte des Loups, et évidemment Silent Hill. Malgré tout ça, un défaut qu'a parfois Gans sur ses productions, je trouve, c'est de pas savoir suffisamment se détacher du matériel de base. Ce qui fait pour moi du Pacte des Loups son meilleur film, puisque c'est là que ça se voit le moins. Aussi parce que j'ai jamais lu le récit de la Bête de Gévaudan en entier, mon manque de culture évident. Ce qui peut au passage aussi expliquer le fait que je ne suis pas trop fan de son Silent Hill, qui a tendance à presque trop fidèlement vouloir se cantonner à sa narration de jeu vidéo, retranscrit sur un grand écran. Encore une fois, peut-être que c'est purement personnel, mais je trouve que dans Crying Freeman, le tout est pas trop mal équilibré et rend le film plutôt simple à suivre, comprendre et donne une narration très épurée. En plus bien sûr du fait qu'il arrive comme d'habitude à parfaitement retranscrire ses scènes de combat, que ce soit de l'animation jusqu'au film ou même du manga jusqu'au film, les scènes sont pour moi sublimées. Et on verra encore plus ça dans le Pacte des Loups. J'espère quand même être assez clair.
parce que je me suis peut-être pas assez penché sur le fait que j'aime ce film. Mais c'est justement surtout parce que j'aime Gantz que j'aime ce film. C'est un réalisateur dont la plus grande qualité est aussi une de ses faiblesses, son amour du cinéma et des œuvres de genre. C'est aussi ce qui lui posera des problèmes dans l'industrie avec par moments du mépris vis-à-vis de ses productions considérées comme de la sous-culture et des films pas très intelligents qui aiment bien montrer des gens par moments à moitié à poil se battre. Mais que voulez-vous, moi j'aime bien voir des hommes à moitié nus se battre. Je vais pas finir la vidéo là-dessus. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'aime bien Crying Freeman. Putain, j'ai vraiment osé faire cette conclusion. C'est un film plaisir qui veut faire bien. Fait bien, et surtout est fait par des gens bien. Oui, j'aime bien Gantz aussi, si vous l'avez pas compris. Maintenant, je suis bien conscient que ce n'est pas le genre de cinéma qui plaira à n'importe qui. Si vous n'aimez pas le cinéma de genre, je peux difficilement vous le recommander. Même pas vous le recommander en fait. Par contre, si vous aimez les films de John Woo et le cinéma asiatique en général, je vous le recommande énormément. Pour le manga et l'anime, c'est plus compliqué. Le manga peut plaire aux fans de genre, et qui apprécient également le style des années 80. Personnellement, j'ai eu énormément de mal, particulièrement sur les derniers tomes. Après, pour la culture, ça reste une œuvre pas du tout inintéressante. Surtout si vous aimez voir des nanas à poil ou des mecs à poil tabasser des gens. Pour ce qui est de l'anime, je trouve la suite quand même mieux dans le manga, et l'épisode 1, regardez le film. Donc bon, l'anime, je vous le conseille pas vraiment, en fait. Maintenant, le plus important, ça reste quand même de voir comment ce film est parfaitement représentatif du cinéma que fera Gantz par la suite, mais surtout de l'état d'esprit dans lequel il fera ses films. Et pour dire, même les problèmes de production, ça commence déjà très fort. Est-ce que c'est pas incroyable? Mais bon, ça reste toujours rien en comparaison de ce que fera le Pacte des Loups. Et je pense malgré tout préférer ce dernier à Crying Freeman, qui a quelque chose en plus que le simple hommage à un cinéaste que Gantz apprécie. Ce qui, je me rends compte, est le moment parfait pour vous inviter à voir ma vidéo dessus si ce n'est pas déjà fait. En plus, elle avait surprenamment bien marché. Et je peux aussi vous inviter évidemment à liker, commenter, et me dire par exemple ce que vous pensez du cinéma de Gantz, si vous avez déjà vu un de ses films. Et si c'est pas le cas, en tout cas j'espère avoir pu vous faire découvrir ce film, soit vous apprendre 2-3 trucs sur lui, soit au moins vous avoir occupé pendant les je ne sais combien de minutes de cette vidéo.